Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Village Startup. On est ici au Village by CA. Et comme chaque mois, nous allons vous faire découvrir le meilleur, la crème des startups du moment. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire. On va parler d'une plateforme de recrutement de développeurs pour les entreprises basée sur un algorithme travaillé aux petits oignons. On va parler de sites web écologiques et puis d'un Google du médicament pour les professionnels de santé. Et puis, évidemment, nous retrouverons aussi Fabrice Marcella, le maire du village, qui sera là en toute fin d'émission avec une saga, Jérôme. Il va nous expliquer comment monter sa boîte. Enfin, on va pouvoir démarrer une nouvelle vie. C'est passionnant. Bienvenue dans ce Village Startup. C'est parti. Notre première invitée, c'est Élodie Duric. Bonjour. Bonjour. Bonjour Élodie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et que vous nous présentiez votre startup, vous le savez, le bouton magique, 6 minutes, c'est parti pour votre pitch. Alors s'il vous plaît, présentez-nous jobset.io. Alors Jobset, c'est la façon la plus simple de recruter une équipe technique. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est important pour les entreprises puisque on a plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, il y a 8 millions d'offres d'emploi tech en Europe et 7 millions de développeurs. Et l'impact que ça a sur les entreprises, c'est 41% d'entre elles citent cette difficulté comme une des sources principales de leur échec. C'est-à-dire qu'elles veulent trouver des développeurs, elles n'en trouvent pas. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Incroyable. Il faut en former davantage, ça c'est un vrai sujet, mais également il faut, donc la solution de Jobset, ça permet justement à des développeurs qui sont déjà en poste de benchmarker les meilleures opportunités, de s'inscrire sur Jobset. Nous on va les sélectionner via 2 critères, le premier c'est qu'ils soient à l'écoute de nouvelles opportunités, le second c'est qu'ils soient bons techniquement, puisqu'on leur fait passer des tests techniques pour isoler les 7%. Ah, vous les évaluez? Oui. D'accord. Ouais. Donc vous vous engagez quelque part. Bien sûr, oui, on s'engage à... Pas juste un site de petites annonces. Non, pas du tout. Non. On s'engage à ce qu'ils soient les meilleurs, simplement parce que recruter les meilleurs, c'est gage d'avoir une croissance à la hauteur de ses ambitions et une accélération, une transformation digitale pour ces entreprises. Mais finalement, c'est le développeur qui fait la loi dans cette histoire-là, non? C'est lui qui choisit sa boîte alors que... Auparavant, on avait l'impression que c'était plutôt l'employeur qui choisissait son salarié. Ouais. Là, on a l'impression que les rôles sont inversés. Exactement. Les rôles sont inversés puisque le rapport de force est inversé. Et donc, on s'est dit qu'il fallait inverser ce système d'enchères pour fluidifier ce marché, puisqu'en moyenne, on va recruter ces développeurs en moins de 3 semaines, alors que les solutions traditionnelles, c'est plutôt en 4 mois. Alors, comment fonctionne ce système d'enchères? J'imagine que tout est automatisé. C'est une sorte d'eBay du développeur, c'est ça? Alors, eBay, on ne chosifie pas nos développeurs, bien évidemment, mais il est beau, mon développeur, il est frais. Il est beau, regardez-le. Non, alors, effectivement, les développeurs, typiquement, vont s'inscrire sur la plateforme. Une fois sélectionnés, ils vont recevoir en 72 heures à peu près entre 5 à 10 offres d'emploi de la part de ces employeurs qui postulent auprès d'eux. Et pour les employeurs, ils vont s'inscrire et ils vont accéder directement au pool de développeurs que notre algo aura le plus pertinent que notre algo aura calculé. Jusqu'où va l'employeur aujourd'hui pour charmer, pour recruter ces développeurs qui sont aussi difficiles? C'est quoi? C'est le salaire? Oui, parce que les enchères, finalement, elles se basent sur quoi? C'est quoi, en fait? C'est quoi comment on les séduit? Alors, pour séduire les développeurs, il y a plusieurs points qui sont très importants. Le premier, c'est bien évidemment... pas par ordre de préférence, mais il y a le salaire, il y a les challenges techniques, il y a également les possibilités de remote, la localisation du poste, donc remote la capacité de travailler en télétravail. Bon, aujourd'hui, c'est d'actualité. Et également le sens de la mission que le développeur... pour lequel le développeur va travailler. C'est-à-dire, par exemple, l'écologie, le médical, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'ils sont difficiles, ces jeunes gens. Ils ont le choix. Ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Et donc, le salaire n'est pas forcément le premier critère? Pas pour tous les développeurs, mais ça reste un critère important, bien évidemment. D'accord. Et alors, tout ça est, est codifié. Enfin, l'employeur peut donner tous ces paramètres-là. Oui. Une fois qu'il s'inscrit sur Jobset... Mais alors, où est la notion d'enchère? C'est-à-dire que c'est ça que je n'arrive pas bien à saisir. Alors, typiquement, vous êtes un développeur, vous vous inscrivez sur Jobset, vous allez recevoir plusieurs offres avec le détail de la rémunération, des challenges techniques, du sens de la mission, etc. Et donc, finalement, vous allez choisir par vous-même et ça sera vous qui choisirez parmi ces propositions. Oui. Mais y a pas on n'en demande pas plus à chaque fois. C'est pas j'en veux un peu plus, tiens, je t'en donne un peu plus, etc. Ça peut peut-être arriver, non? Ça arrive aussi dans le recrutement normal. Exactement. Oui, il y a quand même des négociations de salaire qui se font sur la plateforme parfois et qu'on voit. Mais ce n'est pas un système d'enchères où on va ajouter au fur et à mesure. C'est plutôt sur la fin du process que...
qu'éventuellement on négocie le Je salaire. suis une boîte, j'ai besoin de manière très urgente en fait, des développeurs. Je peux en trouver rapidement chez vous? Oui, alors en moyenne, donc, comme je vous disais, on recrute en moins de 3 semaines, alors que pour les solutions traditionnelles, c'est plutôt 4 mois. Ah oui. Simplement parce qu'en fait, on va les tester sur toute la partie technique, et donc on s'assure qu'ils soient... Au niveau de ce que recherche l'entreprise? Exactement. C'est ça? Exactement, et également qu'ils soient à l'écoute active de nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une possibilité de se déclarer non visibles, et s'ils se déclarent non visibles, c'est qu'ils ne sont pas à l'écoute active, et dans ce cas-là, Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ouais, c'est Et ils logique. peuvent revenir à Après, partir du moment où... bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, même les entreprises qui ne sont pas des boîtes de tech, ont des besoins en digital, d'où besoin de main-d'œuvre. Ouais, toutes. Combien d'utilisateurs, combien d'employeurs potentiels et combien de développeurs candidats? Alors aujourd'hui, on a plus de 2500 entreprises qui nous font confiance et on a plus de 5000 développeurs sur la plateforme. On a commencé JobSet il y a 3 ans. On vient d'internationaliser la solution en Suisse. Et on est ravis de ce marché qui ne cesse de croître puisqu'il y a toujours plus de demandes. Et on a récemment ouvert aux freelance puisqu'on recrutait que des CDI. Et ça a bien pris également. Donc, Et comment vous financez en fait? C'est l'entreprise qui va vous donner de l'argent pour participer en fait à votre site? Comment ça marche? Oui, alors le modèle économique, on est rémunéré uniquement en cas de succès, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de recrutement, on n'est pas rémunéré. On prend un pourcentage sur le salaire annuel brut du candidat qui est recruté. Ah ouais. Et on garantit toute la période d'essai du candidat, c'est-à-dire qu'en termes de garantie, on est les plus élevés du marché. On est à 8 mois contre 3 mois en moyenne pour les solutions de recrutement traditionnelles. Ouais. Vous avez beaucoup de concurrents quand même. Il y a de plus en plus de plateformes, de places de marché pour la mise en commun des demandeurs et des demandés. Comment est-ce qu'on fait la différence? Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, merci. Non, pardon, je vous en prie. Terminez votre phrase quand même en 2 mots. Comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, simplement, on est plus rapide et plus qualitatif que ses concurrents grâce à l'innovation d'usage et l'innovation technique de JobSet. JobSet donc, Élodie, merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous. Voilà. Élodie Duric. On poursuit, Jérôme, avec notre deuxième startup qu'on découvre tout de suite. On parlait juste avant, François, des besoins des entreprises en matière de numérique, en matière de transformation numérique. L'une des briques indispensables, c'est d'avoir un site web. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui proposent des créations de sites web, mais notre invité a une particularité. Et oui, un site web qui sera éco-conçu en quelque sorte. Mehdi Benoussine est avec nous. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de Genosi.fr. Exactement. Alors expliquez-nous quel est votre concept. Qu'est-ce que vous faites sur Genosi? Alors, avant déjà d'expliquer le concept, si vous voulez, moi je vous propose de faire déjà le bilan. Aujourd'hui, le numérique, et c'est pour ça que je suis content d'être là pour en parler, puisque ça permet de sensibiliser aussi sur cet aspect-là. Alors faites attention parce qu'il y a 6 minutes. Oui, donc bien si vous sûr. faites un J'en bilan parle long, très- ça va Ça va être très rapide, mais ça permet allez-y. justement de comprendre Oui. derrière l'idée. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, le secteur du numérique, c'est le deuxième secteur le plus polluant au niveau du monde, juste derrière la chimie. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est un petit peu le but de notre existence, c'est d'alléger tout ça et de refaire, entre guillemets, la structure de ces sites-là qui finalement font consommer de plus en plus, font charger de plus en plus les data centers. Donc on a développé notre propre technologie, notre propre framework qui s'appelle Otra, qui a été fait par notre développeur et qui nous permet d'alléger jusqu'à moins 50% chacun de nos sites internet. Donc justement, ça les rend plus performants. Ils consomment Et 50% de moins Exactement. d'énergie ou ils polluent, Alors, font 50% de moins d'émissions de carbone? Ils sont allégés jusqu'à moins 50%. Mais Mehdi, Ouais. moi j'ai une question. Qu'est-ce qui Oui. pollue en fait sur un site Alors, web? ce qui va polluer, ça va être le chargement au niveau du data center. C'est-à-dire qu'un site classique, comme tous les sites, c'est une requête qui est envoyée au data center, qui lui, justement, va traiter la donnée. Et c'est ce data center-là qui va consommer de l'énergie. Donc, Pour afficher le site sur ma page? pour afficher le site sur la page. Donc on en a, il y a par exemple la société CleanFox, qui est une start-up qui en a largement parlé aussi. Par exemple, un mail aujourd'hui qui est stocké dans sa boîte mail, ça pollue. Donc c'est exactement la même chose au niveau du site internet. À partir du moment où il y a un affichage, c'est de la pollution, c'est de la consommation. Donc nous, on va l'objectif c'est d'avoir un site web le plus léger possible? Le plus léger Ou possible. est-ce Alors que ça c'est plus compliqué que ça? Alors, en ça ne fait veut pas dire un site vide non plus, ça veut dire un site qui est optimisé au maximum. On parle d'efficience.
donc de faire mieux avec moins. Ça veut dire Si quoi? vous- Moins d'images, moins de trackers Ça- publicitaires? alors on peut conserver les images, forcément oui, ça sera forcément un petit peu moins d'images, alors puisque nous, si vous voulez, dans notre façon de faire, on va traiter chaque projet dès le départ, puisque c'est comme tout projet éco-conçu, il faut intervenir à chaque étape du cycle de vie de chaque produit, donc de l'idée jusqu'à la fin de vie, en passant par le matériel, etc., le transport, etc. Donc nous, c'est un petit peu ça. On va concevoir le site internet à partir d'un objectif donc, précis, et on va essayer d'éliminer tout ce qui est un petit peu superflu. Donc le rendre vraiment le plus efficace possible avec toute cette réflexion environnementale. Le moins polluant, c'est de ne pas avoir Voilà. de visiteurs. Donc, ça- Alors, Ça, c'est vrai. non, alors C'est justement, pratique. parce que avoir un site internet dans lequel il n'y a pas de visiteurs, finalement, l'utilité ne sert. Ah ouais, bah ouais. Là, à ce moment-là, c'est vrai que ça sert strictement à rien et c'est un petit peu du gâchis numérique. Est-ce que vous prenez en compte, par exemple, l'énergie qui va alimenter ces serveurs? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, C'est il y a ça. de plus en plus d'énergie verte. C'est une composante importante aussi. Oui, alors justement, c'est pour ça qu'on passe par des hébergeurs verts qui alimentent leur data center uniquement par du renouvelable. Donc, tout ce qui va être éolien, panneaux solaires photovoltaïques, etc. C'est des, on peut dire des noms, enfin, c'est des prestataires européens ou américains? C'est Alors, pas mauvais non plus, les Google, Amazon et autres, ils se sont améliorés dans ce domaine. Oui, c'est vrai qu'ils se sont améliorés. Maintenant, il ne faut pas oublier que justement, il faut quand même... Enfin, si vous voulez, le but, c'est d'expliquer qu'Internet, ça se développe de plus en plus. Et donc, on fabrique de plus en plus de data centers, et ne serait-ce que de fabriquer aussi tout ce qui va être énergie renouvelable, bah, ça aussi, c'est un impact environnemental. Donc, le but, c'est de minimiser, en fait, dès le départ, la structure de chaque site Internet. C'est vraiment le principe pour pouvoir avoir le plus faible impact carbone possible. Mehdi, est-ce que vous prouvez ce que vous dites? Est-ce que vous fournissez des métriques? Est-ce que vous pouvez, en Exactement. temps réel ou après coup, dire que vos sites sont vraiment moins polluants ou... Alors, si vous voulez, on a passé là ces derniers mois à proposer des audits. Donc, on passe par énormément d'outils, notamment par un outil qui commence à être connu de plus en plus, qui a été conçu par le collectif Green IT, qui est soutenu d'ailleurs a priori par l'ADEME, Qui s'appelle? donc qui s'appelle Green IT. Donc, Green IT. l'outil, c'est EcoIndex, D'accord. qui va justement mesurer l'impact environnemental par visite au niveau du site internet. On utilise aussi Google Lighthouse, qui va donner l'indice de performance, les bonnes pratiques. Il y a plusieurs métriques qui sont prises en charge. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a dans le code, enfin des lignes de code qui sont là, qui sont chargées, qui consomment concrètement, Et qui servent à mais rien. qui servent strictement à rien. C'est ça. Donc nous, le but aujourd'hui, c'est de venir alléger, Et d'obtenir... d'optimiser, en fait. d'optimiser la structure du code par notre Ouais. technologie et donc d'obtenir le même affichage visuel, le même objectif au niveau du site internet avec un coût environnemental beaucoup plus faible. Est-ce que vous arrivez à proposer les mêmes caractéristiques que vos concurrents? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des actions, des choses qui ne seront pas possibles sur vos sites? Alors c'est Que pour vous ça déconseillez? c'est pour ça que nous, à chaque projet, on prévoit une grosse séance au téléphone, en visio, qui s'appelle une séance de web workshop, où on va justement étudier ce qui est important d'avoir et ce qui n'est pas nécessaire d'avoir au niveau de son site internet. Mais effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a des sites internet dans lesquels il y a énormément d'animations. Nous, justement, on va essayer de freiner un petit peu tout ça. Alors, c'est pas rendre le site ultra classique comme Oui, on dans va- les années 90. dans les années ouais. 90, Voilà, ouais. par exemple. Ouais, ouais. On essaye quand même de Mhm. faire quelque chose de joli, de moderne, qui Mhm. puisse être au niveau du standard actuel, Oui, mais pas Voilà. hyper énergivore. mais pas quoi. hyper énergivore. Merci Exactement. beaucoup, Bendy. Donc, si on veut en savoir plus, vous allez sur Genosi avec un C'est ça. y.fr. Puis vous pouvez tout également simplement. demander l'e-book qu'on a mis en ligne, ou vous pouvez le demander via contact@genosi.fr. Merci, Mehdi. Voilà. Merci. Merci à vous. On Au continue, revoir. François, Oui. on va parler de santé, on va parler d'un Google du médicament. Exactement, avec notre dernier invité qui arrive. Et dans un instant, on retrouvera Fabrice Marcella qui nous donnera les clés pour bien monter sa boîte, Jérôme. Mais J'ai hâte. dans l'immédiat, notre troisième start-up, et on va parler de médecine maintenant. Oui, si j'ai bien compris, en effet, avec Emmanuel Bilbao, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Posos, qui est, alors vous allez me dire si je me trompe, mais un moteur de recherche, c'est pour ça que je parlais de Google tout à l'heure, consacré
notamment aux médicaments pour les professionnels de santé, c'est ça? Alors oui, Posos, Et on va déjà, lancer c'est le chrono quand même. Oui, hein. voilà. Alors Posos, C'est c'est midi. déjà une équipe d'ingénieurs et de pharmaciens qui développe, on développe une aide à la prescription personnalisée pour les médecins. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut vous dire qu'il y a 200 000 médecins en France qui chaque jour voient en moyenne 10 patients et 90% de ces consultations finissent par une prescription. Or, prescrire en fait et adapter un traitement, c'est extrêmement complexe. Il faut savoir qu'il y a 3600 médicaments différents, tous déclinés dans des formes galéniques différentes, des dosages différents, avec tous des contre-indications, des interactions avec d'autres médicaments. Donc ça semble très vite comme un algorithme infernal on pour se pouvoir demande- prescrire Des au meilleur génériques médicament. aussi. Des Alors, je sais pas génériques, si- évidemment. Ouais. Donc face à ça, en fait, le médecin, il a très peu de temps en consultation pour adapter le traitement et il se pose des tas de questions sur les médicaments qu'il prescrit. Or, il n'a pas le temps face aux patients d'ouvrir des bouquins ou de parcourir des bases de données du médicament très longues avec des PDF partout. Lui, ce qu'il veut, c'est une réponse simple, pertinente pour prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, c'est encore impossible, qu'on soit en France ou à l'étranger, d'avoir des réponses simples à des questions médicales sur la prescription des médicaments. Et c'est tout l'enjeu de notre projet, c'est de rendre ça possible. Alors, de quelle manière? Comment ça se passe? Donc, c'est un outil pour les médecins, par exemple, dans leur cabinet, il a son patient en face et il va à un certain moment interroger votre base de données. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré pendant 2 ans des dizaines et des dizaines de médecins de toutes spécialités, de tout type de pratique, de tout type d'âge, pour comprendre concrètement comment se passait l'acte de prescription et en fait quelles étaient les problématiques de recherche d'informations qu'ils avaient pour pouvoir optimiser cette prescription-là. Et ce qu'on a construit, c'est comme vous dites, un moteur de recherche, ça se présente comme ça, mais très spécialisé sur la prescription, qui va leur permettre de poser une question précise et d'avoir non pas une liste de sites web, mais simplement une réponse issue en fait de la Mais c'est recherche. quoi la question? C'est Oui, tel c'est- médicament est tel Alors, compatible c'est avec une, tel une autre question très simple. Que les médecins rencontrent souvent, un patient vient les voir suite à une précédente consultation et se plaint d'un effet secondaire. Par exemple, docteur, j'arrête pas de somnoler toute la journée depuis que j'ai ces médicaments-là, ça va pas du tout, docteur. Qu'est-ce qu'il doit faire le médecin? C'est déjà vérifier que l'un des Faites la médicaments sieste. qu'il a prescrit n'est pas à l'origine de la somnolence. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? C'est ouvrir chaque fiche médicament, essayer de voir dans un PDF de 20-30 pages si ça parle de somnolence associée. Et une fois que Je dis n'importe quoi, mais Doliprane, somnolence, il va taper. par exemple, c'est ça. voilà, pour Non, savoir. il va dire non, Doliprane, Crestor, Taor, toutes les listes des médicaments du patient et comprendre, et de somnolence. Donc Google ne pourra jamais rien faire à ça. Ce qu'il faut, c'est aller chercher dans chacune des fiches de médicaments, extraire l'information et générer une réponse qui dit peut-être Taor est à l'origine de la somnolence du patient. C'est un effet secondaire de ce médicament. en fait. Exactement. Mais quand on a fait ça, on n'a pas tout fait, puisque le médecin, ça lui fait une belle jambe de savoir ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour remplacer le Taor par autre chose. Et donc là, Posos va non seulement lui trouver quel médicament est à l'origine de l'effet secondaire, mais il va aller rechercher sur les 3600 fiches de médicaments, lesquels peuvent être prescrits pour la même indication, sans provoquer de Sans ce somnolence. même effet secondaire. Donc vous imaginez la différence en pratique médicale face à un patient. Au lieu de parcourir des tas de documents pour essayer de trouver une réponse, on pose sa question, c'est Posos qui cherche pour vous et vous apporte cette réponse-là. Alors il n'y a pas de magie, c'est une étape, c'est très itératif. On a commencé par certains cas d'usage comme ça, très fréquents, que les médecins rencontrent tous les jours, sur lesquels ils sont un peu démunis. Les plus Et on classiques, construit, on va voilà, dire. et on construit des outils très précis sur cette solution-là pour répondre demain à toutes les questions qu'un médecin peut se poser sur la prescription donc, des médicaments. vous avez- Je prends l'exemple par exemple d'un antihistaminique qui peut justement provoquer de la somnolence. Grâce à votre service, on pourrait trouver un antihistaminique qui n'aurait pas cet effet secondaire de somnolence. Un en gros. antihistaminique ou un médicament d'une autre classe thérapeutique qui peut être prescrit pour la même pathologie D'accord. sans provoquer la somnolence. Ok. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, j'invite les médecins évidemment à aller tester Posos parce que c'est gratuit. C'est une version bêta aujourd'hui qui est en ligne. Et vraiment poser les questions qu'ils ont au quotidien. Ils vont se rendre compte de la différence entre avoir un moteur de recherche ou une base documentaire et un système qui répond à leurs questions. Mais ils écrivent une vraie question ou est-ce que ce sont des mots-clés qu'ils indiquent dans un champ? Ils ont en fait la possibilité d'écrire une question comme s'ils la posaient à un confrère. C'est la magie. C'est comme si j'avais le professeur X à côté de moi. J'écris ma question comme je la poserais au professeur. Posos va extraire les informations, générer une requête intelligente dans les données et ressortir une réponse. Donc on n'a même plus à chercher le mot-clé magique, ni aller faire des clics dans le clicodrome, en fait, dans des menus déroulants, chercher des informations. On a juste à poser une question. Alors, c'est super intéressant, mais est-ce que, évidemment, tout ce que vous remontez a été vérifié? Parce que ça peut avoir aussi une incidence sur le traitement du patient. Hein. Si le médecin vous suit, il peut très bien changer le médicament et ça peut avoir des conséquences quand même importantes. Est-ce que vous ne prenez pas aussi un petit peu le pas sur le médecin traditionnel?
Non, alors le rôle du médecin, c'est évidemment déjà de faire un diagnostic, ce qui est clé. Là-dessus, on ne va jamais pouvoir le remplacer. Et une fois qu'il doit faire un diagnostic, il doit prendre des décisions thérapeutiques. L'enjeu pour nous, c'est d'essayer de filtrer l'information pour lui remonter seulement celle qui est importante. Jamais poser, ça veut dire prescrit tel médicament. Il veut dire tes choix thérapeutiques sont ceux-là, selon les sources citées. Chaque information est toujours sourcée et le médecin en un clic peut retrouver la source d'origine. Oui, c'est pas du conseil, c'est de l'info en fait. Et la source, c'est essentiellement les notices des médicaments. Alors, pas que, évidemment, ce Non. serait bien insuffisant. C'est non seulement les sources, les notices des médicaments, mais aussi toutes les recommandations des sociétés savantes de médecine. La société de cardiologie, la société de pneumologie D'accord. ont des recommandations de prise en charge qu'on va intégrer dans cet outil-là. Et toutes les autorités de santé aussi, la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament, publient aussi du contenu qui est très important pour les médecins. Alors vous dites pour l'instant c'est gratuit. À terme, quel sera votre modèle économique? Aujourd'hui, ce qu'on imagine, c'est plutôt avoir un modèle type freemium. C'est qu'il y a certaines informations clés qui doivent être gratuites et accessibles à tout le monde, peut-être même aux patients, mais pour l'instant, c'est pour les médecins. Et tous ces outils très performants, sur lesquels on a travaillé pendant 3 ans, ont une valeur aussi que le médecin reconnaît aujourd'hui. On a des dizaines d'utilisateurs qui, tous les jours, ont remplacé leurs outils existants par Posos et sont prêts à payer pour ça. En revanche, ce ne sont pas pour les particuliers. C'est-à-dire que pour un particulier, ça n'a pas de sens d'aller sur votre site. Ça pourrait avoir du sens, mais aujourd'hui, on doit choisir aussi à qui on s'adresse. Et notre client, c'est surtout le médecin. D'accord. Posos, donc, posos.co. Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Et on arrive au bout de nos 6 minutes. Merci beaucoup. Parfait. On va terminer maintenant ce Village Startup avec notre coach Fabrice Marcella. Nous sommes ravis de retrouver Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice Marcella, le maire du Village by CA. Et on va attaquer une grande saga. Il n'y a pas que Netflix qui C'est fait ça. des séries et des sagas. Je te fais la musique de Game of Thrones. Dans Village Startup aussi. Comment monter sa boîte? C'est un sujet qui va nous durer plusieurs semaines et qui est passionnant parce que, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y aura des conseils importants. Et on va commencer par l'idée. Se pose la question si l'idée que j'ai est la bonne. La première question, oui, c'est de. Est-ce que j'ai, oui, et est-ce que cette idée finalement, elle est aussi partagée par d'autres? Et finalement, on va chercher à savoir si la solution qu'on va créer au travers de cette idée va bien répondre à un problème. Donc, juste avant, ce seront 5 épisodes où on va parler du problème. Y a-t-il réellement un problème rencontré par vous, mais aussi par d'autres, Et que je peux résoudre. et que je peux résoudre? Ensuite, la solution. Comment je fais pour designer une solution qui corresponde au problème. Ensuite, on va regarder le prototype. C'est bien d'avoir une solution, encore faut-il ensuite d'essayer de la tester et d'essayer de l'incarner, de la matérialiser pour que les autres puissent réagir sur ce prototype. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle le MVP. Alors, ça veut dire quoi le MVP? C'est tout simple. Non, mais c'est extrêmement simple. C'est le minimum de solutions viables, c'est-à-dire le périmètre des fonctionnalités que vous allez mettre en marché pour la première fois. Et enfin, on terminera sur le pitch. On l'a déjà fait ça, mais comment je vais pitcher ma solution, mon idée auprès de mes clients, de mes prospects, la vendre tout simplement. Ouais. Et vous allez voir que tout ce qu'on va voir là, finalement, on va dans le pitch, on va le restructurer de cette manière-là. Donc Très la bien. première chose, c'est le problème. Et Alors, donc, comme évidemment, on le précise, tu vois beaucoup de startups ici. oui, alors tu as l'occasion de. C'est vrai que tu as pour vécu ça de construire, très Combien de construire startups ici au village d'ailleurs 90 en 90. permanence. Ouais. Et donc pour construire d'ailleurs ces épisodes, je me suis appuyé certes sur mon expérience, mais pas que, sur un ouvrage pour moi qui est un ouvrage de référence qui s'appelle Running Lean et dont l'auteur est un entrepreneur américain qui s'appelle Moria H. Et vous retrouvez donc tout ce que je vais vous dire en beaucoup mieux écrit sur le bouquin de Moria H. Alors, donc ce que je vous Très propose, bien. c'est de démarrer parce que je sens que vous êtes des entrepreneurs en herbe. Oui. Oh là Vous là, avez plein si tu d'idées. savais. Et Ouais. maintenant, comment on fait concrètement pour passer de l'idée au projet? C'est ça l'objet d'aujourd'hui. On Donc, t'écoute religieusement. en tout cas, le risque le plus élevé pour une start-up, finalement, c'est de réaliser un produit qui ne sera jamais acheté par les personnes qu'elle cherche à cibler. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à déminer. Et ça, c'est tout l'objet du questionnaire problème. Donc, je suis sûr que vous avez plein d'idées lumineuses, mais avant ça, on va essayer d'observer, d'enquêter, de comprendre si finalement, cette idée lumineuse, elle correspond à un problème. Et pour ça, il faut sortir de l'enthousiasme naturel que l'on a les uns les autres quand on a une idée. Il faut essayer effectivement d'avoir le plus d'objectivité possible. Est-ce qu'il faut poser la question aux personnes qui nous entourent, par Il exemple? faut se Les challenger. jauger Et oui, et c'est exactement ça. C'est bien souvent d'ailleurs quand on en a parlé, on se disait est-ce qu'il faut se dévoiler suffisamment tôt quand on a une idée? Et là, ça règle ce problème-là, c'est qu'on ne parle jamais de l'idée. On va plutôt chercher à checker si le problème que j'ai rencontré, que je cherche à résoudre, correspond bien à un problème partagé par les autres.
Vous le savez très bien, un client ne va jamais acheter un produit s'il ne répond pas à un besoin, s'il ne répond pas à un problème, ou s'il ne lui procure pas ni du plaisir, ni le fasse rêver. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher. Donc on appelle ça le questionnaire problème. Et comment fait-on le questionnaire problème? C'est surtout ça la question. C'est quoi la démarche finalement pour aller interroger les personnes? La première chose à retenir, à aucun moment vous faites des groupes de discussion. À aucun moment vous faites un questionnaire en ligne. À aucun moment vous le diffusez largement. Là, on est plutôt dans un univers où on doit être très qualitatif, on est dans des entretiens individuels, on va essayer de creuser le Il problème. ne faut pas qu'on nous pique l'idée, c'est pour ça. C'est pas que ça, c'est aussi d'aller identifier s'il n'y a pas d'autres problèmes que l'on n'a pas vus, par D'accord. exemple. C'est d'aller identifier des segments de clientèle supplémentaires, d'éviter finalement de tomber dans le syndrome où votre problème correspondrait uniquement à une très faible population. Oui. Et dans ce cas-là, vous seriez dans une niche totale. Et donc, ça vous empêcherait en tout cas de le diffuser très largement. C'est un peu le syndrome salon de l'inventeur, quoi. C'est Oui, alors toutes les inventions qui n'intéressent que 4 personnes. c'est ça, on n'est pas dans le concours Lépine là. Non, mais c'est pas le Non, concours mais c'est Lépine. vrai. Je critique Non, pas le non, concours mais Lépine quand bien je dis sûr, ça. bien hein. sûr. Mais là, l'idée, c'est de créer une boîte. Donc ensuite, il va falloir donc balayer très large quand vous allez interroger les personnes. Balayer très large, ça veut dire quoi? Ne pas aller uniquement vers ce qu'on appelle les early adopters, vos prescripteurs, ceux qui naturellement achèteront votre solution. C'est surtout d'élargir. Et comment on fait pour élargir? Appuyez-vous sur votre réseau. Finalement, demandez à chacune des personnes que vous connaissez 2 contacts à minima qui peuvent avoir ce type de problème pour aller les interroger. Un bon questionnaire problème, c'est avant tout entre 30 et 60 personnes que vous avez interrogées. D'ailleurs, c'est vos devoirs pour le mois prochain. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le questionnaire solution, il faut avoir déjà interrogé du monde. Et donc, c'est un entretien qualitatif. Je vous invite d'ailleurs à y aller au moins à 2. Ça vous permettra d'avoir des angles de vision complètement différents. Un questionnaire comme ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est-à-dire on prend son temps et on cherche à identifier minimum, pour chacune des cibles que vous allez identifier, 3 problèmes à résoudre. Je vous donne un exemple. Une startup que j'aime beaucoup, que j'ai souvent citée dans les émissions, c'est Mooncard. Mooncard, c'est la carte finalement qui vous permet de dématérialiser les notes de frais. Quels sont les problèmes et les cibles? Si je prends l'utilisateur final que j'étais d'ailleurs, je passais une demi-journée par mois à faire mes notes de frais. Donc là, j'avais un vrai problème que cette startup Perte de temps, perte de productivité. Temps administratif à la place de C'est temps fastidieux, commercial. ça sert à rien. Voilà. Enfin, voilà. Deuxième segment qui peut intéresser Mooncard, eh bien, en fait, le patron d'entreprise qui hésite à donner une carte bancaire corporate à ses collaborateurs. Grâce à Mooncard, là, justement, on peut paramétrer la nature des dépenses et je suis en confiance en tant que chef d'entreprise pour donner une carte bancaire sur le compte de l'entreprise quand même à mes collaborateurs. Donc deuxième segment. Troisième segment qu'il a pu aller séduire, ce sont aussi, par exemple, les comptables. Les comptables, ils s'arrachent les cheveux chaque mois, finalement, à réintégrer toutes ces notes de frais dans leur outil de comptabilité. Eh bien, l'outil Mooncard va permettre d'intégrer tout ça très rapidement et de façon automatique. Donc vous voyez, en découpant finalement les problèmes que chacun peut rencontrer, il peut dessiner sa solution. Ils ne sont pas venus avec la solution, ils sont venus plutôt nous interroger sur les problèmes. Alors comment je fais mon entretien ? C'est peut-être une question aussi qu'on peut se poser, et je pense qu'on a sûrement une image sur ça, mais l'entretien qui dure 30 minutes, comment je le décompose? Tout d'abord, je mets en confiance la personne, c'est 2 minutes, je vais l'accueillir. 2 minutes ensuite pour récolter les données dont on a besoin pour pouvoir segmenter par la suite à l'issue de l'entretien. Donc je vais avoir des données personnelles, je vais chercher à savoir quelle est sa catégorie professionnelle, je vais chercher à connaître son âge, à connaître notamment ces données démographiques éventuellement. Ça va me permettre aussi de le recontacter par la suite. 3, je vais lui resituer le contexte dans lequel je me trouve, ce que j'ai un petit peu fait avec vous tout à l'heure. Qui je suis, pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça. Oui, parce qu'il faut qu'il accepte. Enfin, comment... Oui, ça, il faut l'intéresser. Comment je fais pour l'intéresser? Je vais essayer de le projeter effectivement dans mon univers pour qu'il puisse répondre à l'ensemble de mes questions. Ensuite, avec mon interlocuteur, je vais établir un classement des problèmes que j'ai déjà identifiés. Et ensuite, le plus long autour de tout ça, c'est une quinzaine de minutes. Je vais surtout laisser parler la personne que j'ai en face. Je vais le laisser réagir par rapport aux problèmes que j'ai identifiés. Et surtout, cette personne, va pouvoir en exprimer des nouveaux. Une fois que j'ai fait tout ça, je termine l'entretien avec 2 choses importantes. La première, est-ce que je peux la recontacter, cette personne, pour pouvoir tester la solution que je vais avoir designée? Et un café. Et un café. Alors, juste avant le café, je vais lui demander qu'elle-même me donne 2 contacts parce que les 30 à 60 personnes à interroger, il va falloir quand même que je les trouve. Et cette même personne, en confiance avec moi, si ça s'est bien passé, comme ça se passe bien entre nous, peut me donner d'autres cobayes. 2 contacts pour que j'aille interroger les 2 personnes. Et enfin,
Eh bien, je conclus tout simplement l'entretien en consignant tous les résultats qui vont être extrêmement riches pour moi pour la suite. Ah, c'est intéressant, mais Fabrice, c'est très formel quand même. Ça, il faut vraiment. Ouais, on a c'est l'impression que c'est un structuré. examen. Oui, c'est un Mais- examen. Mais c'est un peu ça. Il faut cela la dit. trouver la personne. Il faut trouver la personne qui va être d'accord Ah, pour mais venir répondre aux questions. On veut monter etc. sa boîte, on ne veut pas la monter. C'est à un Ouais, moment mais donné. comment tu fais? Tu vas dans la rue, Je commence déjà par mon cercle d'amis. Je commence par mon cercle d'amis. Ce cercle va pouvoir me recommander auprès d'autres personnes. D'accord. J'accompagne actuellement une start-up qui cherche dans le cadre des faillites qui arrivent actuellement, notamment de commerce, de pouvoir leur permettre à ces commerçants de mettre en ligne ou de faire la promotion des biens invendus pour pouvoir justement leur permettre Du déstockage, en de quelque sorte. déstocker. Bah, là, effectivement, elle prend un petit peu de temps, mais elle a identifié cette personne sur le net, tous les commerçants en liquidation à aller voir pour pouvoir aller les interroger et pouvoir justement identifier très clairement les problèmes rencontrés par ces personnes avant de designer la solution. On se trompe souvent sans avoir interrogé le client au final. Bien sûr. Super. Voilà, donc prochaine étape, j'invite tout le monde donc à faire son questionnaire problème, Ouais. parce que sur cette base-là, hop, on va pouvoir. On passera à l'étape 2. Ouais, Il relève on va les passer copies. à l'étape 2, c'est comment je design ma solution pour qu'elle soit en adéquation avec les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et ce sera le mois prochain. Merci Ce sera le beaucoup, mois Super. Fabrice Merci beaucoup, Marcella, Marcella. le coach donc du village startup et maire du village Baïséa. Et bien voilà, ce village startup est terminé. J'espère que les startups qu'on a pu vous présenter vous ont plu et on sera là le mois prochain. Voilà, Village Startup, l'émission qui vous donne peut-être envie d'entreprendre vous-même. Merci de nous avoir suivis. Il y a tous les autres numéros à voir sur notre chaîne, bien entendu. Et à très vite. À bientôt.